Le 16 septembre, j'organise un Demo Day. C'est un endroit où on va mettre en relation des membres de comité de direction avec des startups. Je me retrouve à ma droite avec des hommes, 50 ans, costume, cravate. À ma gauche, des hommes, 30 ans, jean, basket. Il n'y a aucune femme. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je me rends compte que le monde de la tech, le monde de demain, celui qui va créer les jobs du futur avec les meilleures carrières, ce monde-là, il va être aussi peu inclusif que le monde d'aujourd'hui. Alors j'ai cherché à comprendre. J'ai creusé quelques chiffres. Je vous rassure, mais ça sert à planter le décor. Plantons le décor avec une étude du Boston Consulting Group de 2021. En France, seuls 4% des startups sont fondées par des femmes. Les startups masculines, en général, ont à 86% des équipes 100% masculines. Les startups fondées par des femmes vont avoir des équipes à 75% mixtes. Seuls 3% des startups qui ont reçu des fonds en 2021 sont fondées par des femmes. Sachez également que les startups masculines reçoivent 2,3 fois plus d'argent qu'une startup féminine. 90% des équipes des fonds d'investissement sont 100% masculines. Et pendant le confinement, 7 fondatrices sur 10 ont dû cesser temporairement leur activité de start-upeuse pour s'occuper de leur foyer, contre 3 sur 10 chez les hommes. Plantons le décor. Pourtant, en France, on a dans nos filières scientifiques 46% d'étudiantes. 46%, c'est pas mal, mais quand on creuse et qu'on va regarder ce qu'on appelle les filières de spécialité, qui sont la data, le digital et l'IT, le taux tombe à 18%. Donc oui, on a bien effectivement un manque de femmes, mais pas que. On est confronté à un problème systémique. Un problème systémique notamment dû au biais chez les fonds d'investissement, c'est exact. Quand vous avez la chance de rentrer dans ces fonds, en fait, les seules femmes que vous croisez, ce sont les hôtesses d'accueil. Les startups masculines, quand elles arrivent dans ces fonds avec leur dossier, elles viennent avec des prévisions de croissance, qui sont des prévisions optimistes, des business plans limite arrogants. Les femmes vont arriver avec leur dossier et elles vont avoir des prévisions de croissance qu'elles estiment prudentes, réalistes. En 2019, une nouvelle étude de la DARES a également montré que les fondatrices de start-up avaient déclaré avoir été victimes de questions discriminatoires de la part des fonds d'investissement. Comptez-vous tomber enceinte dans les 3 prochaines années? Est-ce que votre conjoint vous soutient dans cette aventure? Vous sentez-vous capable de tenir la distance entre votre métier d'entrepreneur et votre vie de famille? Pire, elles ont même déclaré qu'au sein de leur cellule familiale, elles avaient subi elles-mêmes des inégalités, parce qu'il faut le savoir, quand vous êtes start-upeuse, vous démarrez à la maison. L'amorçage se fait chez vous, et pendant plusieurs mois, vous allez démarrer chez vous. Et pendant cette période, qu'ont fait leurs conjoints? Ils ont prétexté du fait qu'elles étaient à la maison pour tout d'un coup cesser de faire certaines tâches collectives ou tâches ménagères qu'ils prenaient en charge. Et donc, ils se sont retrouvés avec un surcroît de travail au moment où elles étaient dans cette phase d'amorçage. Mais si on n'inclut pas les femmes dans le digital, on risque de forger un monde de la tech exclusivement masculin. Un monde de la tech créé par des hommes, pour des hommes, avec des algorithmes dans nos applications, messieurs, dames, qui vont être encore plus genrés qu'ils ne le sont déjà. Et on risque également de se priver d'approches différentes. Exemple d'approche. Les startups masculines, quand elles créent, elles vont s'appuyer sur ce qu'on appelle des conjonctures opportunes de business. Les startups féminines, quand elles se créent, elles s'appuient sur une logique, un levier de service. Elles cherchent à construire un parcours simplifié et elles mettent la technologie au service de l'humain, bien plus qu'au service de leur portefeuille. Autre approche. Une startup 100% masculine, dans le jargon de la tech, on dit « they are looking for the killer feature ».
Ils cherchent la fonctionnalité qui tue, la fonctionnalité qui va épater un petit groupe d'experts. Une fois qu'ils l'ont trouvée, grisés par leur succès, ils vont essayer d'ajouter une seconde killer feature, puis une troisième killer feature. Mais en faisant ce parcours, ils vont négliger l'interface utilisateur, l'aspect graphique de leur solution. On va se retrouver avec des interfaces très sobres, des vocabulaires plutôt techniques, assez peu de boutons d'action. À la fin, effectivement, il y a de la fonction qui tue dedans. En revanche, l'adoption est beaucoup plus lente et il faut un petit peu de prise en main pour que ça fonctionne. Si vous mettez 50% de femmes dans cette start-up, bien évidemment qu'on cherche tous la killer feature. En revanche, elles vont à chaque moment construire un parcours utilisateur qui va guider chaque personne. Vous n'aurez jamais plus que 3 clics par page avec une start-up féminine. Vous aurez des icônes évidentes, des petits sigles partagés, des petits fichiers de pièces jointes, le petit stylet édité. Vous aurez de la couleur, vous aurez du pastel, vous aurez même des émoticônes qui vous disent à la fin d'un workflow, bravo, vous avez terminé le processus. Approche différente. Et quel est le résultat dans une équipe mixte? L'adoption est plus rapide. La formation n'est pas nécessaire. Vous touchez un public plus large que les simples experts qu'on a épatés avec la Killer Feature. En France, on estime qu'on va créer 190 000 emplois jusqu'en 2030 dans le digital. Alors, je vous pose une question fondamentale, messieurs. Souhaitez-vous vraiment vous priver des compétences de 50% de l'humanité pour créer le monde de demain? Vaste question. Hein. Réfléchissons ensemble, je vous propose 4 pistes de solutions, messieurs. 4. Première des pistes, comptez. Il y a un collectif du monde de la tech qui s'appelle le collectif Sista. Ce collectif vise à faciliter l'accès au financement pour les startups féminines. Il a dit, pour que les femmes comptent, il faut compter les femmes. Pour que les femmes comptent, il faut compter les femmes. Alors, appliquons ça à Lizzie. Désolée pour Lizzie ce soir, mais appliquons ça à Lizzie. Lizzie, nous sommes à peu près 17% de femmes dirigeantes. Et nous avons dans nos objectifs, dans notre rapport annuel 2020, nous avons dit que, je cite, nous souhaitions aligner le nombre de femmes dans les instances dirigeantes à la juste proportion correspondant à la moyenne actuelle de l'organisation, soit 22% d'ici 2023. Fin de citation. Comptons. Pour atteindre 22% au niveau du comité exécutif, il va nous falloir rajouter 0,7 femmes. Pour atteindre 22% au niveau du leadership board, il va nous falloir rajouter 1,3 femmes. Nous avons donc écrit dans notre rapport annuel qu'il allait nous falloir 2 ans pour trouver 2 femmes dans un groupe de 11 000 salariés pour atteindre 22%. Pas dans les 40% là, hein, on est à 22%. Pour que les femmes comptent, il faut compter les femmes. Deuxième mot, deuxième piste de réflexion, les biais cognitifs. Quand on recrute en France, on écrit systématiquement dans les annonces de recrutement, on veut remplacer ce qu'on a déjà. Donc en gros, vous retrouvez des annonces qui sont libellées comme suit. Recherche candidat ayant X années d'expérience dans un poste équivalent, dans un contexte similaire. Voilà, mécaniquement, vous avez déjà évacué un bon nombre de CV féminins, forcément, puisque dans les contextes similaires, en général, il y a un peu moins de femmes, et dans les postes équivalents, dès que vous montez très haut, vous en avez également moins. Il est urgent de changer la façon dont on libelle nos annonces de recrutement. Nous devons utiliser ce qu'on appelle les soft skills. Écrivez plutôt recherche candidat capable de manager une équipe de 150 personnes, sachant gérer le stress, étant capable de prendre des décisions dans des environnements incertains et avec un degré d'urgence, connaissant le langage technique, ayant une appétence pour la data, etc., etc. Alors ce soir, je voudrais vous transformer, vous allez être mes recruteurs du jour. Faisons un petit exercice ensemble et je vous propose d'embaucher. Ma candidate, c'est une femme de 50 ans, 4 enfants, qui habite à 300 km
du lieu de rattachement du poste. Elle n'a aucune expérience dans le digital. L'embaucheriez-vous pour être directeur de la transformation digitale d'un groupe d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires? Levez la main ceux qui n'embaucheraient pas cette candidate. Levez la main ceux qui embaucheraient cette candidate. Merci à vous. Cette personne, c'est moi. Je suis là aujourd'hui parce qu'une toute petite poignée d'hommes a fait le choix de parier sur mes soft skills plutôt que de recruter un candidat ayant une expérience dans un poste équivalent. Et je les en remercie publiquement aujourd'hui. Biais cognitif, messieurs, dames. C'est bien tout le paradoxe de mon entreprise, puisque je vous ai raconté avant, ils ont été capables, cette même poignée d'hommes, elle a été capable d'offrir une chance à une infime proportion de femmes. Elle s'est révélée incapable de donner une ambition à beaucoup d'autres à travers des objectifs de parité un peu plus crédibles. Troisième mot, troisième piste de réflexion, role model. En anglais, les role models, c'est ces personnages inspirants, c'est les gens qui ont réussi, qui ont du succès, qu'on voit dans les médias, dans la presse, dont on parle. On sait ce qui leur est arrivé, on écoute leur chemin, leur parcours de vie. Dans le monde de la tech, on ne voit pas de role model féminin. Mais il y en a des femmes, moi je peux vous en citer plein. Le problème, c'est que quand je vous en cite, personne ne connaît jamais le nom de ces gens-là parce qu'on ne les voit pas dans la presse, elles ne passent pas dans les médias, on n'en entend pas parler dans les journaux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 3 femmes extraordinaires. Elles innovent, elles sont créatrices d'entreprises, elles ont tout fait de leurs mains avec très peu d'argent et elles ont changé votre monde. La première, c'est Cécile Lazorte. C'est la fondatrice de Litchi. Elle a également fondé MangoPay. Et si vous payez avec votre carte sur Internet, vous utilisez sa fonctionnalité. Elle a fait de l'argent en revendant ses applications. Elle est aujourd'hui business angel et elle utilise ses fonds pour aider à financer les startups féminines. Elle a d'ailleurs créé ce fameux collectif Sista. La deuxième, dont on n'entend jamais parler, c'est Mathilde Collin. Mathilde, elle vient d'être citée par Forbes Magazine comme étant parmi les 25 startups les plus prometteuses au monde. Mathilde a inventé une application qui s'appelle Front, qui permet de réunir toutes vos notifications perso, pro en un seul endroit. Et enfin, la troisième personne incroyable, c'est Charlotte de Villemorin. C'est une femme qui est tétraplégique. Elle a inventé Willy's. C'est une application comme Uber qui permet de louer des véhicules adaptés pour les personnes en fauteuil roulant. Voilà des femmes extraordinaires. Voilà des role models. Rendons-les visibles. Parlons de ces femmes. Parlons de ces femmes parce qu'en les rendant visibles, nous allons pouvoir dire à nos jeunes filles ou aux entrepreneuses qui hésitent, elles l'ont fait. Elles ont réussi. Alors pourquoi pas moi? Et le quatrième petit mot, il est assez simple, c'est la formation. Je pense que tout le monde va le comprendre. Bien évidemment, il nous faut former davantage de femmes au monde de la tech, de l'IT, de la cryptographie, de la cybersécurité, de la data, etc. pour atteindre cette forme de parité. Et là, il y a une initiative de la GEN, la Grande École du Numérique, qui cherche à faire ça. Et c'est pas encore suffisant. Alors, pour conclure, messieurs, dames, vous êtes dans la salle, je pense, beaucoup d'entre vous, des dirigeants, des patrons, des entrepreneurs, des commerçants, des artisans. Vous avez le pouvoir de recruter. Vous avez ce pouvoir, tous, collectivement. Je vous demande aujourd'hui de penser à vos filles, à vos femmes, à vos sœurs, et même à vos mères. Quel avenir professionnel souhaitez-vous leur donner? Quelle perspective de carrière souhaitez-vous leur offrir? Si la réponse, c'est la même chance qu'à mes fils, qu'à mon mari, qu'à mes frères, qu'à mon père, c'est simple. Agissez. Agissez. Je n'ai pas fini complètement. Agissez. Exigez des CV féminins. Éliminez les biais collectifs. Et surtout, mettez-vous à compter dans vos organisations. Il faut compter les femmes pour que les femmes comptent. Merci à tous.